31 août 1939, en fin d'après-midi. Les forces allemandes attendent le signal de l'assaut. Leur but, la Pologne. Les aviateurs étudient leurs cibles. Les chars rejoignent leur position. Aux premières heures du jour, ce 1er septembre 1939, des soldats du Reich revêtent des uniformes polonais et attaquent une station radio du côté allemand de la frontière. Ils laissent derrière eux quelques cadavres. Pour Hitler, cette pseudo-agression justifie l'invasion de son voisin polonais. À 8 heures du matin, alors que la déclaration de guerre n'est même pas officielle, les troupes allemandes franchissent la frontière. Les unités mobiles s'enfoncent dans le pays. 2 jours plus tard, conformément à leur promesse de soutenir la Pologne, la Grande-Bretagne et la France entrent en guerre. Nous sommes le 3 septembre 1939. Les Polonais, eux, sont dans la tourmente. Inférieurs en nombre, les soldats polonais doivent faire face à un nouveau type de guerre pour lequel ils ne sont pas préparés. La Blitzkrieg, ou guerre éclair. En 1939, l'armée allemande compte 1,5 million d'hommes. Son fer de lance, les chars d'assaut, avec 6 divisions de panzer et 4 de blindés légers destinés à la reconnaissance en territoire ennemi. Au total, une force de 2400 véhicules blindés. L'objectif, pénétrer en territoire ennemi et telle une lame plantée au cœur des défenses, couper les lignes de communication et semer le désarroi. Les points retranchés de l'adversaire sont délaissés. L'infanterie, qui suit de près l'offensive, doit se charger de les neutraliser. La nouvelle force aérienne allemande, la Luftwaffe, est l'autre instrument de cette guerre éclair. En Pologne, elle expédie 2500 appareils, dont les fameux bombardiers Stuka Junker Ju-52. La précision de leur bombardement en piqué soutient efficacement la rapidité de l'offensive terrestre. En face, les Polonais alignent 600 appareils. Au sol, l'infériorité numérique est aussi désespérante. L'armée polonaise n'a que 500 000 hommes. Elle ne possède que 800 tanks et compte encore sur ses 11 brigades de cavalerie. Des lances et des chevaux contre des canons et des chars d'assaut. Mais cette supériorité n'est pas le seul atout des stratèges allemands. Ils emploient leurs forces blindées dans des unités compactes. Les Polonais, eux, les dispersent pour soutenir l'infanterie. Depuis l'invasion de la Tchécoslovaquie, la défense de la Pologne est d'autant plus difficile que le territoire peut être attaqué simultanément de 3 côtés. La capitale, Varsovie, et tout l'ouest du pays sont à la merci de leur ennemi. Cet avantage géographique sert les plans des stratèges allemands. L'offensive massive des blindés doit faciliter la percée. Désormais, pour gagner, l'armée a l'obligation de prendre l'adversaire en tenaille, de l'entourer pour mieux le broyer. Pour réussir, le corps d'armée du général Fedor von Bock surgira du nord. Il lancera 2 offensives, une à partir du nord-est de l'Allemagne et la seconde depuis la Prusse orientale. Dans le même temps, au sud, le corps d'armée du général Gerd von Rundstedt ouvrira 2 fronts à partir de la Silésie et de la Slovaquie. Les crocs du prédateur se refermeront sur Varsovie et Brest-Litovsk. Dès le début, tout se passe bien pour les Allemands. Avant la fin du 2e jour d'offensive, l'armée de l'air polonaise est clouée au sol. Les panzers s'enfoncent profondément dans les lignes ennemies.
Stuka laboure les positions de l'adversaire. L'armée polonaise est démembrée, divisée en poches de résistance éparses. Les prisonniers sont nombreux. La légende veut que la cavalerie polonaise ait chargé les unités de Panzer. Acte héroïque et totalement inutile. L'armée polonaise est débordée par l'offensive éclair de son agresseur. Elle a été littéralement balayée. Le 8 septembre 1939, la tenaille se referme. Les troupes allemandes abordent les faubourgs de Varsovie. Le 17 septembre, c'est au tour de Brest-Litovsk d'être assiégé. Le même jour, les forces soviétiques, en vertu du pacte signé entre Staline et Hitler, franchissent la frontière orientale de la Pologne. L'armée polonaise recule sur tous les fronts. Le gouvernement a quitté le pays. Seule Varsovie résiste encore. Ses défenseurs refusent d'abord de se rendre. Alors la machine de guerre allemande se déchaîne. Hitler se délecte de l'abominable spectacle. Quartier après quartier, il fait raser la ville qui défie son armée. Le 27 septembre, Varsovie exsangue se rend. Le jour suivant, Allemands et Soviétiques se partagent la dépouille. L'Union soviétique annexe la moitié est du pays. L'Allemagne s'empare de tout le reste. La Pologne a vécu. Le grand nettoyage commence. Les deux dictatures s'emploient à prévenir toute opposition. Les vagues de meurtres succèdent aux exécutions de masse. Pour la première fois, les Allemands appliquent le traitement qu'ils réservent aux peuples de l'Est de l'Europe. Tous ces gens qu'ils considèrent comme des êtres inférieurs. Des groupes spéciaux de SS, les Einsatzgruppen, se lancent à la chasse aux Juifs. Les plus chanceux sont enfermés dans des ghettos où ils croupissent et meurent de faim. Les autres sont exécutés sur place. L'armée polonaise est anéantie. Pas tout à fait. 50 000 hommes ont réussi à s'échapper pour rejoindre la France. Un gouvernement provisoire dirigé par le général Władysław Sikorski les commande. Que reste-t-il à ces Polonais exilés, sinon le désir de mourir en combattant pour leur terre? Triste présage. À Londres, les sirènes d'alarme retentissent au moment même où le Premier ministre Neville Chamberlain annonce le début des hostilités. En fait, malgré leurs engagements envers leurs alliés, la France et la Grande-Bretagne ont fait bien peu pour préserver la souveraineté polonaise. Hitler a toujours la main, car depuis que la guerre est déclarée, les deux pays ne savent pas comment réagir. La mobilisation a commencé. En prévision des raids de la Luftwaffe, les bâtiments publics se couvrent de sacs de sable. Les batteries antiaériennes sont en position, des refuges sont construits. Les enfants sont évacués hors de Londres. Les habitants ne sortent plus sans leur masque à gaz. Un couvre-feu est instauré. L'armée britannique déploie dans le nord de la France les 100 000 hommes de son corps expéditionnaire. Pendant ce temps, les Français avancent doucement vers la frontière allemande. Mais les généraux refusent toujours de progresser en dehors des zones couvertes par l'appui de l'artillerie. L'initiative demeure résolument dans le camp d'Adolf Hitler. Le Führer sait ce qu'il doit faire pour vaincre, et il s'apprête à mettre son plan à exécution.
l'offensive éclair sur la Pologne constitue un retentissant succès pour le dictateur allemand. En 4 semaines, il a avalé un pays entier. Et il est loin d'être rassasié. 2 mois après la chute de Varsovie, en novembre 1939, il ordonne à ses généraux de planifier l'attaque vers l'ouest. Mais les officiers sont réticents. Le gros des forces doit être transporté du front de l'Est vers les bords du Rhin. Si l'offensive en Pologne a été couronnée de succès, les pertes sont assez importantes pour en tirer une leçon. Les canons anti-chars polonais ont mis hors de combat l'équivalent d'une division de blindés légers. Un quart des avions a été perdu. Les panzers sont trop légers et ne sont pas fiables. Ils sont trop souvent coupés de leur soutien logistique et de l'infanterie. Après des débats enflammés, Hitler accepte à contre-cœur d'attendre le printemps suivant. Ses ennemis ont également tiré quelques leçons des événements. Les Britanniques pensent que les bombardements constitueront la clé pour prendre l'ascendant durant ce conflit. Mais le 4 septembre, alors que la Royal Air Force effectue un raid sur un convoi naval allemand, 7 des 30 bombardiers sont descendus. Il est évident qu'il ne s'agit pas de malchance. Lors de certaines sorties, la moitié des appareils est abattue. Les bombardiers britanniques ne sont simplement pas adaptés. Qu'à cela ne tienne, les raids auront lieu la nuit et les aviateurs ne lâcheront pas des bombes, mais des tracts, afin de ne pas provoquer de mesures de rétorsion. L'Europe s'installe dans ce qu'on appellera la drôle de guerre. Mais que l'on ne s'y trompe pas, la vraie guerre se poursuit sur la mer. En 1939, l'Allemagne hitlérienne est au milieu d'un ambitieux programme de modernisation de sa flotte. Le commandant en chef des forces sous-marines, l'amiral Karl Dönitz, prévoit de couper durablement les voies d'approvisionnement britanniques dans l'Atlantique. Pour arriver à ses fins, il a besoin de 300 sous-marins de haute mer, mais il n'en possède que 38. Malgré cela, Dönitz tient à ce que tous les U-boats prennent la mer le 3 septembre, premier jour de guerre contre le Royaume-Uni. Ce matin-là, le U-boat numéro 30 coule le paquebot britannique Athenia sans aucune sommation. Il croyait avoir affaire à un bateau de commerce armé. 112 passagers périssent dans le naufrage, dont 26 citoyens américains. Après cette attaque, la Royal Navy veut rendre coup pour coup. Elle compte 12 cuirassés. L'Allemagne n'en a aucun. Elle possède 5 porte-avions. L'Allemagne n'en a pas non plus. Profitant de cette supériorité, le commandement décide de bloquer totalement les ports allemands. Mais malgré l'étendue de ses forces, la Royal Navy ne possède pas assez de navires d'escorte. De nombreux bateaux de commerce doivent voyager seuls. À la fin de l'année 1939, une centaine ont été coulés. En fait, les Britanniques ont sous-estimé la menace des sous-marins allemands. Le 17 septembre, le U-boat 29 coule le porte-avions Courageous. Le 14 octobre, le cuirassé Royal Oak est coulé par le U-boat 47. Le sous-marin a réussi à s'infiltrer au cœur même de la base navale de Scapa Flow au nord de l'Écosse. Il n'a pas été repéré. La flotte allemande, pourtant réduite à la portion congrue, se révèle aussi agressive et dangereuse que celle de son principal adversaire. En mer du Nord, les croiseurs Scharnhorst et Gneisenau interceptent un convoi le 22 novembre. Il coule le navire d'escorte Rawalpindi, un simple bateau marchand armé. Mais c'est certainement le petit croiseur allemand Graf Spee qui cause le plus de dégâts. Il est conçu pour harceler les convois.
Ses 11 canons peuvent écraser ses adversaires avant même qu'ils aient eu le temps de riposter. Son impressionnante vitesse de croisière lui permet de s'échapper sans être menacé. Le Graf Spee avait quitté l'Allemagne avant même que la guerre ne soit déclarée. Depuis, il jouait le vaisseau fantôme dans l'Atlantique Sud et l'océan Indien. 3 croiseurs britanniques, l'Exeter, l'Ajax et l'Achilles, l'interceptent enfin sur la côte est de l'Amérique du Sud, à la latitude du Rio de la Plata en Argentine. Sérieusement endommagé, le navire allemand se réfugie dans le port de Montevideo. L'Uruguay est alors un État neutre. L'équipage allemand est persuadé, à tort, que les forces navales britanniques les attendent à la sortie du port. Le capitaine du Graf Spee préfère s'aborder son navire plutôt que de le voir anéanti ou capturé. À leur retour, les marins anglais sont accueillis en héros. Mais cette petite victoire est sans nul doute le seul succès enregistré par l'Alliance franco-britannique durant l'hiver 1939. Une autre réussite est pourtant à mettre au crédit des techniciens anglais. Et cette découverte s'avérera vitale par la suite. Dès le début de la guerre, la flotte du Royaume-Uni a perdu un grand nombre de navires sur les mines allemandes. Le plus mystérieux, c'est que les bateaux coulés ne semblaient même pas avoir touché ces bombes flottantes. Les mines avaient explosé à leur simple approche. Mais dans la nuit du 22 novembre 1939, un avion allemand est surpris alors qu'il largue une mine dans l'estuaire de la Tamise. Préalablement désarmé, l'engin explosif est ramené sur la berge. Les ingénieurs militaires brisent son secret. Il est programmé pour se déclencher dès qu'ils détectent la signature magnétique des navires. Les ingénieurs parviennent à effacer l'empreinte magnétique des bateaux en faisant passer un courant électrique dans un câble de cuivre posé à même le pont. L'installation de ce dispositif réduit considérablement le danger que représentent les mines magnétiques. Mais alors que commence l'année 1940, la guerre s'est installée dans un petit train-train. Des deux côtés, on patrouille, on s'entraîne et l'on tente de se réchauffer car cet hiver est particulièrement froid. Que réserve cette longue attente? Cette guerre n'a de drôle que le nom. De l'autre côté du Rhin, on se prépare. Au printemps, le corps expéditionnaire britannique parachève son installation sur le front, à l'ouest de la frontière belge. Ce ne sont plus 4, mais 10 divisions qui ont rejoint le dispositif de défense. Les Français se sont installés en force. Ils contrôlent 100 divisions stationnées le long de la frontière belge ou mises en réserve non loin de là. Les forces britanniques du commandant en chef Lord Gort sont donc aux ordres du général français Maurice Gamelin. Et sa stratégie est claire, il faut défendre. Les troupes françaises sont accrochées à l'immense réseau fortifié de la ligne Maginot. Des milliers de fortins bétonnés font face à l'Allemagne, de la Suisse jusqu'à la Belgique. La ligne Maginot doit être le rempart complètement infranchissable, protégeant le territoire français de toute invasion. Mais les Alliés n'ont pas du tout imaginé comment s'y prendre pour vaincre l'Allemagne. Ils se contentent de regrouper leurs forces dans une nouvelle version de la Première Guerre mondiale. Ils comptent bloquer l'offensive allemande dès les premiers jours et s'enterrer pour faire face à tous les assauts jusqu'à ce que l'assaillant s'épuise. La partie d'échec est bien mal engagée. Aucun chef d'état-major ne semble considérer que les Allemands ont une autre stratégie en tête. Aucun ne prévoit que le coup suivant du Führer, après l'invasion polonaise, ne se jouera pas en France, mais en Scandinavie.
Le 30 novembre 1939, la guerre éclate sous d'autres cieux. L'Union soviétique envahit son minuscule voisin, la Finlande. Les Finlandais ont arraché leur indépendance aux Russes en 1917. Ils éprouvent une haine profonde pour leurs anciens oppresseurs. Joseph Staline est persuadé qu'ils soutiendront les forces allemandes. Il veut protéger la ville de Leningrad et le port de Mourmansk, un point d'approvisionnement vital situé sur l'Arctique. Les Finlandais doivent être écrasés. Les soldats russes sont 10 fois plus nombreux. L'invasion sera une promenade de santé. Le Kremlin en est sûr. Mais l'armée rouge n'est pas au mieux. Les purges dans les rangs de ses officiers l'ont considérablement affaibli. Et les Finlandais sont dirigés par un fin stratège, le général Gustaf Mannerheim. Profitant de la neige, il emploie les tactiques de guérilla. Ses troupes cognent fort et s'effacent aussitôt, le plus souvent à ski. En France et en Angleterre, la résistance courageuse des Finlandais frappe les esprits. Français et Britanniques sont prêts, en traversant la Norvège et la Suède, à intervenir pour soutenir cette lutte disproportionnée. Ils en oublient même que ces deux pays sont neutres. Mais au début du mois de février, une offensive soviétique brise les défenses finlandaises. Un mois plus tard, la Finlande tombe sous les coups de son agresseur. Staline a gagné. La machine de guerre nazie ne serait rien sans le fer, provenant des mines suédoises. Durant l'hiver, les convois qui transportent le minerai vers l'Allemagne passent tous par le petit port norvégien de Narvik. Si les Alliés s'en emparent, le robinet d'approvisionnement sera coupé. Ils échafaudent donc des plans pour envahir la Norvège. Au passage, le Danemark devra également être pris. Le 16 février 1940, les Alliés passent à l'offensive. Le destroyer britannique Cossack aborde le navire de ravitaillement allemand Altmark. L'équipage est fait prisonnier puis relâché. Le bateau est capturé. Le 9 avril, les troupes allemandes débarquent dans 5 ports. Oslo, Kristiansand, Bergen, Trondheim et Narvik. Au même moment, ils larguent pour la première fois dans l'histoire militaire des troupes aéroportées pour enlever les aéroports de Stavanger et Oslo. Pris par surprise, les défenseurs norvégiens sont vite débordés et battus. Tout comme leurs voisins danois. Les forces nazies occupent leur pays en moins de 24 heures. En Norvège, les différentes unités de débarquement s'empressent d'effectuer la jonction pour faire tomber les grandes villes. La Luftwaffe a la maîtrise totale des airs. Les Alliés réagissent enfin. Un corps expéditionnaire est chargé de reprendre Narvik. Le 28 mai, Français et Norvégiens battent les Allemands à leur propre jeu. Ce sera la seule victoire française de l'année 1940. Mais début juin, les Alliés sont obligés de se replier. Ils réembarquent, direction l'Angleterre. Adolf Hitler a passé l'hiver et une partie du printemps 1940 dans son nid d'aigle bavarois du Berghof. Pour lui, l'offensive scandinave ne constitue qu'un hors-d'œuvre. Sa vraie guerre éclair, il doit la déchaîner contre la France et la Grande-Bretagne. La première partie du plan élaboré par ces généraux est sans surprise. Les troupes allemandes doivent traverser la Belgique avant de bifurquer légèrement pour foncer sur Paris. Ce n'est que la répétition de la stratégie employée par le général Schlieffen dans les premières semaines de 1914. Les Alliés sont persuadés que c'est la seule stratégie possible. Ils y consacrent toutes leurs discussions préparatoires.
Il prévoit que dès l'offensive allemande, les forces positionnées sur l'aile ouest du dispositif pénétreront en Belgique pour se retrancher le long de la Dyle et de la Meuse. L'attaque pourra être brisée dans son élan. Le 10 janvier, un événement vient conforter le bien fondé de leur stratégie. Un avion de reconnaissance allemand s'écrase en Belgique, avec à son bord une copie du plan d'invasion. Les Alliés n'ont plus qu'un seul objectif, atteindre la Dyle et la Meuse, d'où ils pourront se défendre plus facilement. Entre-temps, l'état-major allemand a entièrement modifié ses plans. Le général Erich von Manstein a dénoncé le manque d'originalité de la première tactique. Il ne veut ni rejouer le scénario de la Première Guerre mondiale, ni voir son pays s'éreinter dans une longue et meurtrière guerre des tranchées. Il propose donc à Hitler de concentrer les forces de l'offensive allemande sur l'articulation entre la fin de la ligne Maginot et le début de l'aile ouest du dispositif allié. C'est là, au cœur de la défense, que se trouve le point vulnérable. Normalement, les régiments de panzer ne rencontreront qu'une faible résistance dans cette zone du sud-est de la Belgique. Les Alliés sont persuadés que les chars d'assaut ne peuvent pas traverser la forêt des Ardennes. La région est donc faiblement défendue. Le plan est simple. Pénétrer profondément dans le dispositif de défense franco-britannique, couper l'aile ouest de tout soutien en l'enveloppant, cerner la ligne Maginot plutôt que de prendre le risque de s'y enferrer. La tactique est très osée. Les chars d'assaut prennent le risque de s'embourber dans les Ardennes, mais Hitler trouve le plan audacieux, il l'accepte. Les troupes allemandes sont donc redéployées au nez et à la barbe des Alliés. Français et Anglais se préparent à une longue guerre de défense. Ils sont confiants. La ligne Maginot est infranchissable. Ils possèdent même la supériorité numérique avec 110 divisions contre 95 pour l'armée allemande. Ils alignent plus de blindés avec 3000 véhicules contre 2700 pour la Wehrmacht. Les Français possèdent même les meilleurs tanks, les chars B1 de 32 tonnes, armés de 2 canons de 75 et 47 mm. Leur seule faiblesse, une pièce d'artillerie principale intégrée à la carrosserie. Elle est très difficile à charger. L'autre canon est monté dans la tourelle. Le chef de char doit donc l'utiliser tout en contrôlant la bonne marche du blindé. En face, les nouveaux Panzer Mark IV de 17 tonnes n'ont qu'un canon de 75 mm, mais les hommes d'équipage travaillent ensemble dans une tourelle plus spacieuse. L'armée allemande n'en possède qu'une centaine d'exemplaires. La véritable supériorité allemande est visible dans les airs. La Luftwaffe possède 2000 bombardiers contre seulement 800 pour les Alliés. Elle aligne 4000 chasseurs, dont un appareil ultramoderne, le Messerschmitt Bf 109. En face, 2500 vieux avions qui seront vite dépassés. Bien sûr, la Royal Air Force possède 800 Spitfire et Hurricane, d'excellents avions de chasse qu'elle réserve à la protection aérienne de son propre territoire. La différence principale entre les deux armées se situe sans doute dans leur philosophie. Les Allemands concentrent toutes leurs forces pour frapper comme l'éclair. Tous leurs blindés sont regroupés. Ils forment 10 divisions autonomes. De leur côté, les Français se préparent à une guerre statique. Pour eux, les chars d'assaut ne constituent qu'une force d'appoint de l'infanterie. Là où les Allemands concentrent leurs forces, les généraux français les éparpillent. Ils ont évidemment noté l'efficacité des panzers lors de la campagne en Pologne. Sous la pression du colonel de Gaulle, 3 divisions blindées ont été constituées. Mais à l'aube de l'offensive, aucune n'est vraiment opérationnelle. Ce sont donc deux conceptions tactiques totalement différentes qui vont s'affronter. Offensive contre défensive, guerre éclair contre guerre statique. En
quelques semaines, durant cet été 1940, le monde saura quel état-major avait choisi la meilleure option militaire pour l'emporter. Le 10 mai 1940, Winston Churchill devient Premier ministre de la Grande-Bretagne. Il ne peut choisir de plus mauvais moment. C'est le jour retenu par Adolf Hitler pour lancer sa Blitzkrieg, sa guerre éclair. Une division entière de parachutistes est larguée en Hollande, où les Allemands s'emparent des ponts et des terrains d'aviation. Dans le même temps, en Belgique, des planeurs déposent une unité de parachutistes au sommet du fort d'Eban-Emael, réputé imprenable. L'assaut est un succès sans précédent. Les batteries d'artillerie sont rapidement réduites au silence. Au même moment, la Luftwaffe attaque les bases aériennes belges et hollandaises. Les frontières sont franchies sans entrave. Et le groupe B de l'armée allemande, commandé par le général Fedor von Bock, s'enfonce au cœur des Pays-Bas et de la Belgique. Comme prévu, les troupes françaises et britanniques stationnées le long de la frontière sud de la Belgique font mouvement vers les bords de la Dyle et de la Meuse. Elles tombent dans le piège tendu par Hitler. Aucun stratège allié n'a remarqué le mouvement du groupe A de l'armée allemande. Plusieurs divisions blindées, après avoir balayé les forces belges, sont en train de foncer à travers les forêts et les collines des Ardennes, direction le sud. Au même moment, les Allemands crucifient les Pays-Bas. L'armée hollandaise n'avait aucune chance face à la machine de guerre nazie. Maîtres des cieux, les pilotes allemands soumettent le pays à un flot incessant de bombardements. Le 14 mai, les Allemands réclament la reddition du port de Rotterdam. Les Hollandais hésitent. Grosse erreur, des bombardiers viennent de décoller. Finalement, la ville se rend. Il est trop tard. Les appareils allemands larguent leurs bombes. Rotterdam est rayé de la carte. Le lendemain, la Hollande capitule. Mais le pire est à venir. Ce que Français et Anglais pensaient impossible à réaliser est en train de se produire. Les Panzers achèvent leur course dans les Ardennes. Ils franchissent la Meuse le 12 mai dans l'après-midi. La 19e Panzer-Division du général Heinz Guderian, forte de ses succès en Pologne, atteint Sedan parmi les premières troupes de l'offensive. Guderian sait désormais qu'il a employé la bonne stratégie. Il délaisse la ligne Maginot et n'attend même pas sa propre infanterie. Il fonce droit devant lui. Le jour suivant, les troupes d'assaut franchissent la Meuse. Les hommes du génie réussissent à construire des ponts de bateaux malgré le feu nourri de l'artillerie française. Le 14 mai, les Panzers débutent leur traversée. Cet après-midi-là, l'offensive s'enfonce de 12 km en territoire ennemi. D'autres unités ont franchi la Meuse à Montherm et à Dinant. Les troupes françaises, clouées sur la ligne Maginot, sont dépassées par les événements. Les bombardiers alliés font des sorties désespérées pour tenter de détruire les ponts. La plupart des appareils sont descendus. L'artillerie allemande écrase les défenses françaises. Les Stuka et leurs sirènes d'attaque sèment la panique. Trois jours après le début de l'attaque, les défenseurs français autour de Sedan lâchent prise.
Les chars de Guderian débutent leur course vers l'ouest. Au crépuscule, ils ont progressé de 60 km sur l'arrière des troupes alliées. Français et Anglais sont restés accrochés à leur position sur la Dyle. Mais le commandant suprême allié, le général Gamelin, réalise enfin que ses troupes vont être encerclées. Il leur ordonne de revenir sur leurs pas. Les troupes appréhendent cette soudaine décision de repli. Que s'est-il passé dans leur dos? Quelles forces vont-ils affronter? Sur les routes, leur progression est considérablement ralentie par un flot incessant de réfugiés désemparés. Le Premier ministre français, Paul Reynaud, téléphone à son homologue britannique. Il lui résume la situation en ces termes. « Nous sommes vaincus. Nous avons perdu la bataille. » Mais malgré l'efficacité incontestable de leur stratégie, les Allemands demeurent vulnérables. En se précipitant vers l'ouest, ils empruntent un long couloir de quelques kilomètres de large seulement. Les Alliés peuvent contre-attaquer. L'approvisionnement et le soutien des blindés composant l'offensive dépend entièrement des convois de chevaux ou de troupes à pied. Or, l'écart entre les panzers et l'infanterie se creuse d'heure en heure. Le 17 mai, l'un des officiers de l'une des toutes nouvelles divisions blindées françaises riposte. Par deux fois, le colonel de Gaulle lance ses chars à l'assaut de la ligne allemande, près de Crécy-sur-Serre. C'est la contre-offensive de la dernière chance. Mais l'état-major français n'a jamais prévu des attaques d'une telle ampleur. Chaque unité est éparpillée sur le champ de bataille. Leur coordination est impossible. Les Allemands ont du mal à riposter à ces deux chocs désespérés. Ils perdent même beaucoup d'hommes, mais ils l'emportent finalement. Désormais, plus rien ne peut arrêter le général Guderian. Il enfonce sa lame de plus en plus profondément dans le cœur de la France. Le 19 mai, toujours en Picardie, ses unités de pointe atteignent Péronne. Le 20, lors d'un énorme coup de boutoir de plus de 90 km, Amiens tombe à l'heure du déjeuner. Abbeville, à 22 km seulement de la Manche, est franchie à 9 h du soir. Et à minuit, un bataillon de la 2e division de Panzer arrive sur la côte, à Noyelles. Cette course à la mer a permis aux Allemands de couper le front allié en deux. Désormais, tout repose sur leur capacité de défense de cet étroit corridor contre lequel Français et Anglais peuvent lancer leur contre-attaque. Le 21 mai, 2 bataillons blindés britanniques s'élancent sur les positions allemandes au sud d'Arras. Les chars britanniques sont un peu plus adaptés au terrain que ceux des Français. Mais le Matilda II a été conçu pour soutenir l'infanterie. Parfaitement blindé, il est lent et faiblement armé. Pourtant, les Allemands ont du mal à repousser cette attaque. Cette difficulté soudaine a une conséquence. Le haut commandement décide de ne plus étendre les lignes de communication. Les opérations de Guderian sont ajournées. La progression des panzers vers le sud est stoppée tant que l'infanterie ne les aura pas rejoints. Désormais, la priorité est d'éliminer le corps expéditionnaire franco-britannique. Il faut l'encercler, le harceler, l'écraser définitivement. Le 22 mai, les panzers de Guderian s'élancent pour l'achever. Les troupes alliées se sont maintenant repliées sur Boulogne, Calais et Dunkerque. Elles y sont piégées. Le 23 mai, le général Alan Brooke, commandant en chef du 2e corps d'armée anglais, déclare « Seul un miracle pourrait sauver les forces de notre corps expéditionnaire ». 2 jours plus tard, les Allemands entrent dans Boulogne.
Désormais, même un miracle ne semble plus suffisant pour sauver la situation. Le 25 mai 1940, la position des forces alliées est désespérée. Le port de Boulogne est tombé. Les troupes allemandes isolent Calais. Les Britanniques se sont repliés sur le port de Dunkerque. Le commandant en chef britannique, Lord Gort, prévient Londres que seule une évacuation par la mer pourra sauver une partie de ses troupes. Le désastre semble complet. Les chasseurs bombardiers écrasent la ville sous une pluie de bombes. Les panzers sont déjà en position pour achever leur proie. L'évacuation apparaît comme un fol espoir. Dunkerque ne pourra pas tenir plus de 2 jours. Mais une décision d'Hitler va sauver le corps expéditionnaire de la destruction. Le haut commandement allemand est conscient de l'état des machines et des équipages des panzers. Hommes et matériels sont exténués. Les attaques tentées par les unités blindées de Gaulle ou les chars britanniques ont certes échoué, mais elles ont montré la fragilité des lignes de communication et de ravitaillement nazis. C'est le point faible de cette campagne éclair. Le haut commandement prend donc la décision de stopper une fois de plus l'avancée des divisions de panzer. La curée aura lieu lorsque l'infanterie les aura rejointes. La poche de résistance de Dunkerque sera écrasée comme une vulgaire baudruche, c'est sûr. Cet ordre va tout changer. Pendant 2 jours, les panzers sont au repos. Les Britanniques ont juste assez de temps pour préparer l'évacuation. 2 misérables jours pour sauver des centaines de milliers de soldats. D'autres se battent encore. À Calais, la garnison franco-britannique refuse de se rendre. Les Allemands ne prennent la ville qu'après 3 jours d'un corps à corps acharné et sanglant. Lorsque le 26 mai, les panzers se remettent en mouvement, le temps a changé. Les Allemands sont embourbés sous des trompes d'eau. Une fois de plus, les Alliés ont un léger répit. Le 26 mai à 19h57, le vice-amiral Bertram Ramsay, commandant la flotte à Douvres, reçoit l'ordre de lancer l'opération Dynamo. Désormais, chaque seconde compte. L'opération Dynamo doit permettre l'évacuation des forces du corps expéditionnaire britannique. C'est une action désespérée. Le lendemain, une flotte disparate traverse la Manche. Il y a là des destroyers, des péniches et des ferries. Mais à la fin de la journée, cette flotte de fortune a secouru seulement 8000 des 300 000 hommes enfermés dans Dunkerque. Le port est visé par tant d'attaques aériennes qu'aucune embarcation ne peut y accoster, ni même s'approcher des plages. Ramsay lance un appel à tous les propriétaires de bateaux de plus de 9 mètres. Des centaines de yachts, de navires de pêche et de barques quittent les ports du sud de l'Angleterre pour traverser la Manche. Ils sont presque tous pilotés par des civils volontaires pour aller sauver leurs compatriotes. Pendant toute la semaine suivante, ces petits bateaux font la navette entre les plages de Dunkerque et les transporteurs de troupes qui attendent au large. Ils sont constamment sous le feu de l'ennemi. La RAF lance tous ses appareils dans la bataille afin de contrer les bombardements de la Luftwaffe. Et pourtant, 7 destroyers français et 6 britanniques sont coulés. 24 navires de guerre plus petits les rejoignent au fond de la Manche. Un quart
des 655 embarcations privées ne reviendra jamais. Mais lorsque l'opération Dynamo s'achève le 4 juin, 300 000 hommes, dont 120 000 Français, ont été évacués du piège de Dunkerque. Cette évacuation n'aurait pas été possible sans l'héroïsme de l'armée française. Pendant tout ce temps, elle a retardé au maximum la progression des troupes allemandes. L'arrière-garde française ne quitte ses positions autour de Dunkerque qu'après le départ du dernier bateau. Une poignée d'hommes pour en sauver des milliers d'autres. Un officier britannique comparera cette résistance désespérée à celle des Spartiates dans le défilé des Thermopyles. Cruelle défaite. Dans l'affaire, les Anglais ont perdu bien plus que leur armement. Le Royaume-Uni ne se remettra pas de sitôt de ce revers. La France doit continuer le combat, amputée de la moitié de son armée. Ce qu'il en reste doit affronter 92 divisions nazies et tout leur armement. À 4 heures du matin, le 5 juin 1940, un bref pilonnage d'artillerie sonne le glas des espérances françaises. Les troupes d'assaut franchissent la Somme et l'Aisne. La résistance française est acharnée et les Allemands sont à 2 doigts de perdre leur tête de pont. Mais une fois de plus, la Luftwaffe entre dans la danse. Elle écrase toute résistance. Les panzers suivent le mouvement et poussent l'offensive vers le sud. Le flot des prisonniers ne cesse de grossir. Le 9 juin, les blindés traversent la Seine et cette fois, l'infanterie est juste derrière eux. Une fois le fleuve franchi, les troupes allemandes se déversent dans tout le pays. Le 14 juin, un détachement défile sur les Champs-Élysées. La croix gammée flotte au sommet de la Tour Eiffel. Hitler visite une capitale soumise. Il réalise enfin le vœu que le Kaiser avait fait en 1914. Les Français observent, abasourdis. Après Dunkerque, Winston Churchill était venu 5 fois en France pour tenter de soutenir le moral des derniers combattants français. Le 16 juin, il propose même à Paul Reynaud une union avec le Royaume-Uni si la France s'engage à poursuivre la lutte. C'est déjà trop tard. Le jour même, le cabinet rejette cette proposition. Dans la soirée, le Premier ministre français démissionne. Le maréchal Philippe Pétain lui succède et demande immédiatement l'armistice. La lutte s'achève dans le désarroi. Avant d'accepter la reddition, les Allemands réduisent au silence la ligne Maginot, demeurée isolée sur le front de l'Est. Après une intense préparation d'artillerie et malgré des foyers de résistance sporadiques, les forts tombent aux mains des Allemands. Le 21 juin, Hitler arrive à Compiègne. Dans la forêt l'attend le wagon dans lequel a été signé l'armistice de 1918, un lieu symbolique. Lorsque la délégation française se présente, Hitler lui soumet ses conditions et l'abandonne. Les représentants français doivent consulter leur gouvernement. Mais le lendemain, ils apprennent que les panzers vont se remettre en ordre de bataille. Ils n'ont donc pas le choix. Ils signent. L'humiliation de la France est totale. Hitler s'est rendu maître de l'Europe de l'Ouest. Il est d'ailleurs persuadé que les Britanniques ne vont pas tarder à demander la paix. Il pourra bientôt passer à l'autre étape de son plan de domination. La Blitzkrieg, la guerre éclair, lui a permis de remporter une étourdissante victoire. Mais il n'a pas encore gagné cette guerre.
De l'autre côté de la Manche, le Royaume-Uni, certes meurtri, n'a pas l'intention de se rendre.